Surtout, ce qui est important, madame, c'est vraiment essayer de ne pas montrer que vous hésitez. Soyez bien convaincue, convaincante de tout ce que vous dites. Pensez à ce que vous allez dire. Maman, tu crois que papa il va s'asseoir ici? Non, mon cœur, il ne va pas s'asseoir ici. On a demandé pour qu'il soit assis ailleurs. Ok? L'histoire d'une maman qui défend ses enfants au tribunal de la jeunesse, et qui, l'histoire d'une mère sur laquelle on porte un regard dysfonctionnel, et puis déconstruction de ce regard qui s'effectue au fur et à mesure d'un film. Au cours d'une matinée d'audience où elle a cette pression d'accompagner ses enfants pour qu'ils soient vraiment entendus. C'est madame la juge qui peut prendre des mesures concernant les enfants. Mais quoi, elle peut me les enlever? Il y avait cette urgence-là de faire ce film, on vous croit donc aujourd'hui, parce que en effet c'est viscéral et c'est extrêmement important de parler de ce sujet des violences sexuelles faites aux enfants. Oui. En fait, c'est vrai qu'il y avait une urgence qui se prêtait bien à l'appel à projet par rapport à ce film-là, c'est-à-dire qu'on écrivait déjà depuis un certain temps un autre film ensemble sur un autre sujet, et puis en parallèle, bon, on parle évidemment beaucoup en travaillant ensemble, et on parlait de ce sujet-là qui était très présent, qu'on connaissait bien, et puis on a rencontré beaucoup de gens qui nous en parlaient, et par la même occasion, au même moment, il y avait cet appel à projet film tourné en conditions légères en Belgique qui demande quand même de faire les choses dans l'urgence, parce qu'à partir du moment où on a l'idée du film jusqu'au moment où on livre le film, il n'y a que 2 ans. On est obligé de le livrer dans les 2 ans à partir du moment où le projet est soutenu par le Centre du cinéma en Belgique. Et donc ça se prêtait magnifiquement bien à la fois à l'économie de moyens que demande le film et en même temps à l'urgence qui permettait de tout précipiter. Je vais commencer par un résumé succinct de ce qu'ennuient les enfants. Lorsque je demande à Étienne s'il peut décrire ces images, il reste très évasif. Le titre, il s'est imposé parce qu'il est déjà posé sur beaucoup de murs, que ce soit en Belgique, en France. Voilà, il y a beaucoup de collages où on voit effectivement, on vous croit comme un signal une force, quoi, un appel et puis un soutien aussi aux victimes. Et nous, c'est vraiment dans cet élan-là qu'on a voulu aussi choisir ce titre. Enfin, il était là dès le départ. Il s'est imposé. Il était très remis en question. Et il a été très. À chaque fois qu'on faisait lire le scénario, ou presque, et surtout aux diffuseurs, aux distributeurs, aux vendeurs, etc., avant que le film sorte à la Berlinale, il était très remis en question. C'était trop, on nous disait, mais c'est trop un slogan, est-ce que vous êtes sûr de vouloir ce titre? Ça fait un peu putassier, c'est un peu... voilà. Ah ouais, mais c'était évident, en fait. Enfin, oui, il faut les croire, on vous croit, c'est la première chose qu'il faut leur dire donc, aux victimes, on vous croit. Alors oui, c'est vrai, j'avoue, parfois, je pète les plombs. Quand Étienne refuse d'aller à l'école parce qu'il a peur ou parce qu'il a mal au ventre, que j'essaie tout de même de l'inciter à y aller parce que j'ai peur qu'on me considère comme une mauvaise mère, qui finit par se mettre dans une telle rage, c'est pas grave, qui finit par se mettre dans une telle rage que il me frappe dans les murs jusqu'à se faire mal. Oui, c'est vrai, parfois, j'avoue, il m'est arrivé de craquer, d'utiliser la force. Je crois que pour toutes les victimes, et chez cette femme, chez ce personnage d'Alice, il y a quelque chose de il faut qu'elle soit entendue, il y a quelque chose de l'urgence, elle ne peut pas faire autrement. Donc c'est vrai qu'elle est à la fois très dysfonctionnelle au début, comme l'a souligné Arnaud, et c'est son parcours qui est touchant. C'est le parcours et c'est comment aussi la justice aujourd'hui, elle va permettre, quand il n'y a pas non plus de choses qui sont déterminées par la juge, voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... Mais en tout cas, elle traverse quelque chose qui lui permet de reprendre confiance. C'est ça probablement qui me touche le plus, c'est la manière dont elle-même se fait justice en se réappropriant sa parole par ce parcours compliqué en justice. C'est-à-dire qu'au-delà du verdict qui est prononcé et de toutes les injustices qu'il peut y avoir dans le système de justice, en fait, on peut en faire quelque chose. C'est un endroit où on peut s'exprimer, être entendu, imposer sa parole. Je l'ai parfois plaqué au sol, maintenu comme ça, jusqu'à ce qu'il se calme. J'ai peur. Ces 50 minutes d'audience, dans la réalité, il n'y a pas ce temps-là. Hein. C'est généralement beaucoup plus court. Donc là, voilà, c'est une fiction. On a vraiment pris le temps que chaque personnage puisse s'exprimer. Et la question du doute, elle est extrêmement importante, puisque le doute, il est là pour tout le monde, en fait, et pour les victimes de façon extrême. Il y a vraiment des moments où la victime va se dire « mais est-ce que ça s'est passé, quoi ?» Et c'est vrai que de faire traverser les différents personnages par cette question-là, par ce doute, c'était très important pour nous, parce que
Parce que c'est cette prise de parole d'Alice qui va, à un moment donné, s'imposer. Et on prend le temps de l'entendre. J'ai peur qu'il se fasse du mal, j'ai peur qu'il se jette par la fenêtre, comme il m'a déjà menacé de le faire. Oui, je l'ai enfermé, je l'ai attaché, je lui ai doublé ses doses de médicaments pour dormir. Tout ça sous le regard de sa sœur, qui m'en veut évidemment maintenant pour tout ça. On a construit notre histoire sur base d'un récit principal qu'on nous a raconté et qui fait écho à plein d'autres. Et c'était structuré déjà dans la manière dont on nous raconte comme un film, c'est-à-dire que ça suffisait à lui-même. La manière dont sont structurées les audiences ressemble à la manière dont on structure une histoire. Il y a des rebondissements, il y a des révélations progressives, il y a un élément déclencheur à un moment donné, la parole est remise en doute, il y a des renversements de situation. Et donc ici, nous, pour l'audience, on savait que c'était le centre du film, le cœur est vraiment presque la totalité, mais on avait aussi conscience qu'il fallait peut-être une exposition des personnages avant. Donc on a amené, on s'est questionné qu'est-ce qui se passe entre eux avant l'audience. Et puis on avait besoin peut-être d'une catharsis et d'une conclusion après. Donc on a prolongé aussi les choses en termes narratifs. Mais en tout cas, l'audience d'elle-même a structuré notre point de vue et l'histoire. J'en peux plus, moi, j'ai plus de vie. Mon fils est éclaté, madame. Il est éclaté. Et quand je dis éclaté, je ne le dis ni pour choquer, ni par hasard. Je le dis parce que le terme est celui-là. Mon fils a mal. Il souffre. Alors voilà, qui veut-on réellement protéger? C'est mon expérience d'infirmière, mais de maman et de femme et d'être humain, tout simplement. Quand on a le temps, quand on prend le temps d'observer, ce qui est mon outil principal, on voit les choses. Il y a des signes qui existent. Et cette maman, Alice, en parle très bien. Il y a des signes, ils sont là. Ce qu'il faut, c'est les repérer. Et c'est vrai que je pense que le travail autour des violences, c'est le repérage, le soin, la formation et la justice. C'est vraiment ces 4 piliers-là qu'il faut soutenir. Ouais. Et ce film-là, ça reste une fiction parce que c'est un moyen aussi d'attraper le spectateur pour se questionner sur ces questions essentielles qui sont quel regard aujourd'hui et quelle importance on donne à la parole de l'enfant. Madame Piron alimente chez les enfants cette volonté de rompre complètement la relation avec leur papa. C'est aussi très important pour moi que le film ne soit pas juste naturaliste. Il fallait qu'il soit évidemment, qu'il y ait de la véracité, que ça soit très fort, qu'on se base là-dessus pour créer la tension. Mais justement, la tension, c'était primordial pour nous qu'elle soit présente du début à la fin, qu'on soit vraiment sur un fil tendu, une tension presque de thriller. Pour tenir le spectateur en haleine, pour l'avoir avec nous du début à la fin du film, parce qu'on avait conscience que d'avoir un film sur de la parole déployée aussi longuement, il fallait qu'on parvienne à maintenir l'attention du spectateur, son attention aussi. Ouais. Moi, je comprends pas. Et je suis très inquiet pour les enfants. Je comprends pas ce qu'on me reproche, en fait. Le cas de tiers, c'était une évidence pour nous. Enfin, on est très vite d'accord, y compris avec le chef opérateur, parce que pour la mise en scène de la parole, ou plutôt même la mise en scène de l'écoute, c'était quelque chose de très important parce qu'on voulait sentir une promiscuité entre les personnages, donc ils sont dans un bureau les uns à côté des autres, on sent qu'ils sont très très proches, et en même temps on voulait les isoler dans le cadre, et qu'on devait sentir enfermés aussi, presque cette merlou dans une cage. Et donc c'était le format parfait pour ça. Et au-delà de ça, on avait aussi des moyens très limités. Et en fait, au niveau du décor, on voulait travailler une certaine forme d'abstraction, d'un aspect presque kafkaïen de ce palais de justice. Et donc, ça nous permettait aussi de jouer beaucoup sur le hors-champ. La verticalité dans l'image et le hors-champ au-delà. Donc, la question qu'on se pose et qui, me semble-t-il, devra aussi vous interpeller dans le cadre de votre réflexion, c'est qu'il y a manifestement une volonté de madame de maintenir en fait les enfants en vase clos, c'est-à-dire de les couper de tout le reste, de les couper du monde qui les entoure. Sur le son... On a travaillé avec Lolita Delpino, qui avait déjà travaillé avec Arnaud et qui a apporté... Il y a du son tout le temps, hein. Pour répondre à cette question. Voilà. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'avec elle, on a vraiment... C'est presque une deuxième partition. Enfin, il y a quelque chose comme ça qu'elle amène. Elle nous a proposé des sons d'accordéon, j'allais dire harmonica, mais dans le truc, d'accordéon. Comme une cage thoracique. Voilà, sa cage. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui joue sur la respiration. Les personnes qui ont subi des violences, on le sait, ça a un impact au niveau respiratoire très très fort.
Et c'est des choses qu'elle percevait très bien. Et voilà, tout En le fait, on lui a travail demandé était de fait façon autour de ça, quoi. D'épouser un maximum le point de vue du personnage, sa sensorialité, ce qu'elle ressent. Ouais. C'était vraiment l'objectif d'être arrimé à elle, à son visage, à son ressenti tout au long du film. Et on sait à quel point le son, ça a un impact sur l'inconscient du spectateur. Et pour rentrer en elle, pour être avec elle, il fallait qu'on travaille cette sensation. Vous avez un autre élément qui pose véritablement question, c'est l'incontinence d'Étienne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Étienne ne s'était jamais plaint de la moindre douleur physique ni du moindre problème de cet ordre-là. Et puis là, à nouveau, un peu du jour au lendemain, on le traite pour un problème d'incontinence. On ne voulait pas, par exemple, je me souviens au niveau du hors-champ sonore, faire en sorte que ça soit hyper réaliste par rapport au déplacement des gens ou au bois ambiant d'un tribunal. On disait en fait on s'en fiche, on ne va pas essayer de recoller parfaitement tout ce qui existe dans un tribunal. On va adopter notre propre forme au niveau sonore pour travailler les sensations du personnage et ce dans quoi on a envie de mettre le spectateur. Ils sont où? On les a installés dans une autre salle, vous inquiétez pas, c'est la procédure. On voulait vraiment que tout puisse arriver. Même la façon dont les comédiens professionnels et les avocats ont travaillé, ils se sont rencontrés comme des vraies audiences. C'est-à-dire qu'ils se voyaient, on se dit bon, quel est le premier rendez-vous? Bonjour monsieur, voilà, vous allez me représenter. C'était extrêmement important pour nous pour vraiment capter ces choses-là et être vraiment dans quelque chose de... Que le jeu puisse exister. Ça ressemble un peu au théâtre, d'ailleurs, cette grande scène-là. Et puis les avocats, on sait, ils sont très... voilà, il y a un peu du jeu comme ça, bien sûr. On n'est pas sûr de nous quand on fait ça, on le fait assez intuitivement. Et en fait, on était assez surpris de la contents. facilité avec laquelle ça fonctionnait. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, à des fois, on est surpris de dépasser nos attentes avec juste quelque chose qu'on a fait par intuition, en fait. Et puis, ils étaient très contents, les uns et les autres, de se rencontrer parce que autant les avocats disaient « Waouh, quand ils jouent, c'est super bien ». Et en effet, on salue encore une fois le jeu formidable de Myriam Akédiou. Et eux, de leur côté, ils étaient « Ah oui, ils mènent une audience, comment ça se passe ?» Enfin, c'était très intéressant pour les uns et les autres. Et ça a pris, oui, c'est une chance. On en vient presque à se demander si en fait madame ne prend pas goût à changer les couches de son fils de 10 ans. Enfin voilà, c'est une question que je... Je m'excuse, mais je peux quand même demander un peu plus de respect. Maître. Il y a une limite, je trouve. Excusez-moi, Oui, maître. si je peux continuer, merci. L'écoute, en fait, était assez facile de nouveau à mettre en scène à partir du moment où on a choisi le dispositif à 3 caméras où on est en temps réel tout du long, et le fait que les acteurs vont être surpris à plusieurs reprises puisqu'ils ne savent pas ce que les avocats vont dire, dans quel ordre, avec quelle réaction, avec quelle emphase. Et donc, en fait, on gagne l'écoute directement de manière très naturelle. On n'a même pas besoin beaucoup de la provoquer au-delà du dispositif mis en place. Après, pour la question de Myriam, c'est vrai que Arnaud la connaissait déjà puisqu'il avait déjà travaillé avec elle. Moi, je l'avais vue sur différents films, notamment un film Sage-Femme et puis un des films des frères Dardenne aussi, Le Jeune Ahmed. Voilà, et c'est vrai, ça a été tout de suite, c'était évident en fait il y a quelque chose de très animal. Et d'ailleurs, on a travaillé dans ce sens-là avec tous ses ressentis. Et elle est extrêmement intelligente. Et il y a une intelligence de jeu et de comprendre les situations et ressentir que c'était super, quoi. Il y avait un truc... Du moment où je me suis dit que je voulais bosser avec elle, c'était quand j'ai vu 2 jours, 1 nuit des frères Dardenne. Et elle joue vraiment un tout petit rôle où c'est Marion Cotillard, le personnage de Marion Cotillard qui va frapper à toutes les portes de ses voisins pour essayer de les convaincre de parler pour elle. Et à un moment donné, Myriam est une des voisines et elle a vraiment 2-3 minutes entre 2 portes, quoi, et elle avait un tel naturel, une telle puissance dans son jeu que je l'avais sans doute déjà vue, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais qui est cette actrice d'une quarantaine d'années ou presque qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas assez vu. Je veux voir mes enfants. Je veux voir Étienne. Il y a eu beaucoup de temps d'échange aussi, je parlais de mon travail, et des victimes aussi que j'ai pu rencontrer. C'est vrai que ça, elle l'a capté très très finement. Et moi, je me souviens de lui avoir dit « Tu vas faire du bien à beaucoup de mamans ». Et je le pense vraiment sincèrement. Elle va faire du bien à beaucoup de mamans protectrices. Elle a compris ce que c'était. Vous parlez d'épuisement, mais c'est vraiment ça. C'est des mères, des enfants, des familles, comme avec ce qu'on disait tout à l'heure, la durée des procédures, qui sont épuisées. Et il y avait quelque chose de très animal
et d'ailleurs qu'on a travaillé avec elle, parce qu'on a travaillé sur cette question d'une mère louve. On a même intégré des mots en lien avec, très animal comme ça dans le scénario avec elle, où elle retravaillait très finement les choses. Et elle a compris, il y a quelque chose vraiment de physique qui était présent déjà sur le film, parce que voilà, c'est physique. Et de tenir une scène d'audience comme ça, c'est physique aussi. Ça, elle a compris ça, et c'est magique ce qu'elle a fait. Je pense que elle supporte tout simplement pas que j'ai refait ma vie, que j'y arrive contrairement à elle. Parce que j'ai un nouveau bébé, hein, et tout se passe très bien. Au début, Laurent a eu du mal, il a lu le scénario et en fait, je pense qu'il avait du mal à approcher psychologiquement le rôle parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce qu'on peut faire ça, quels sont les ressorts, comment est-ce qu'on arrive à vivre avec ça. Et donc, départ, il nous posait même pas beaucoup de questions. D'abord, il n'avait pas forcément envie de le faire, mais il est très vite revenu vers nous, 3-4 jours après, en nous disant en fait, le scénario me reste et je pense que c'est un défi pour moi et le film est tellement important que je dois le faire. Et après, en préparation, il nous posait beaucoup de questions sur la psychologie de ce personnage. Et c'est vrai que c'était des questions qu'on s'était posées et auxquelles on avait essayé de répondre nous-mêmes. Mais après, assez vite, on s'est dit, mais en fait, Laurent, t'as pas besoin de ça. Fais avec qui tu es, comment tu fonctionnes toi. Et donc, du coup, la meilleure manière de le faire, c'est de te dire que tu es innocent. Parce que c'est ce qui va amener le plus de complexité. C'est de nier les situations, et c'est ce qui se passe. C'est ce qui va faire pour amener le plus de complexité dans le film, si jamais il joue l'innocent alors qu'il ne l'est pas. Non, je m'inquiète pour sa santé mentale. Comme pour celle de mes enfants. J'aime mes enfants. Je leur ai jamais fait aucun mal. Il a travaillé, c'est vrai ce que disait Arnaud, c'est de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe quand son enfant ne veut plus vous voir? C'est très très complexe. Et je trouvais ça plutôt sain que dès le départ, ils disent « Ah ben non, pour moi c'est trop dur, parce que quelle violence c'est. » Oui, il y avait ce truc, cette scène où le fait de ne pas même plus pouvoir offrir des cadeaux à ses enfants, ça l'avait marqué à l'écriture. Ouais. Et il dit « Pour cette scène, je veux le faire. » Il y avait quelque chose comme ça. Et vraiment, encore une fois, c'est courageux aussi de s'engager sur des films comme ça. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait et je ne veux pas payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai rien fait. Je veux juste récupérer mes enfants. Je veux que leur bien. S'il vous plaît, madame la juge. On était dans une économie et de nouveau et un décor tellement épuré qu'on se disait bon, comment est-ce qu'on peut être créatif avec les seuls éléments qu'on a. Et finalement l'économie et le manque de moyens amènent la créativité parce que on disait bon, on a 4 chaises, 4 acteurs, on est dans une pièce avec une vitre. Comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on cloisonne l'espace par exemple. Et en fait on avait juste une vitre en plexi sur deux tiges. Et on se disait, bah, en fait, on va créer un mur en verre comme ça. On va faire, plutôt qu'un mur en dur, en fait, ça va être un mur en verre. Ça fait sens avec l'esthétique du tribunal. Hop, on met le plexi devant une caméra, ça fait un mur. Et c'était ce genre de choses. Et je pense que oui, comme vous dites, la contrainte crée la création. En fait, on a été obligés. Parce que le plateau, il faut savoir que c'était un open space complètement vide, avec de la moquette. Et on a réussi à en faire un tribunal. Je pensais que j'allais être soutenue, en déclarant les faits, j'allais être encadrée, soutenue, protégée, accompagnée par la justice, par mes proches. Étant donné qu'on a des parcours complètement différents, que Charlotte a amené un regard et une expérience formidable sur la matière du film, et que moi j'avais plus d'expérience de tournage et par rapport au métier du cinéma, sur la construction d'un film, etc. En fait, on se complétait naturellement. Et comme on le fait maintenant en discutant, en fait, ça se met assez naturellement. Et donc, on s'était dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de distribuer des rôles. Mais même sur l'écriture, lorsqu'on écrit avec Arnaud, il y a quelque chose de très simple comme ça. Et oui, c'est une chance. La plupart des gens préfèrent penser que ce que mes enfants ou moi nous disons est faux, que nous mentons, plutôt que de croire en ce que nous avons vécu. Ce qui est incroyable, c'est que moi je l'ai revu tout à l'heure ici à La Rochelle pour la première fois depuis la première mondiale à Berlin, donc ça fait quand même quelques mois. Et j'ai pleuré pendant le film. J'ai pleuré à un moment où je pleurais souvent en voyant les mêmes images, les mêmes rushs au montage. Et
Et c'est incroyable parce que moi, j'ai fait quelques montages quand même avant celui-ci. Et même en montage, ça m'arrivait d'être vraiment ému par la matière. Alors que l'habitude, le souvenir que j'avais des autres films avant celui-là, ça n'arrive jamais. À un moment donné, on sature, les images n'ont plus le même signifiant pour nous. Et même si on les maîtrise intellectuellement, qu'on arrive à construire le film, on ne les ressent plus de la même manière. Et ici, ce qui est incroyable, c'est que ce film, on l'a vu des centaines de fois en montage, probablement, et j'en ai pleuré encore aujourd'hui. On peut savoir quelle séquence? C'est à la fin de la prise de parole d'Alice, à la fin de l'audience. Il y a toujours un moment précis où elle parle de ce dinosaure dans lequel on met de la plasticine en bouche, et c'est toujours le même moment qui me fait pleurer. C'est vrai que cette prise de parole, elle est extrêmement touchante quand elle dit personne ne voudrait revoir son violeur, alors pourquoi mes enfants, on les oblige à le faire? Pourquoi leur imposer ça? Voilà, ça c'est une phrase qui est bouleversante, je trouve, parce qu'en effet, pourquoi on oblige les enfants à être dans des situations comme ça? Et il y a un moment, à la fin du film, presque, avec ces deux enfants qui regardent leur maman, et le petit garçon, c'est un peu un cadeau, hein, ce qu'il a fait, il regarde pas vraiment, il est un peu dissocié, et je me dis, là, ouais, c'est bien parce que on a attrapé ce petit moment-là, un peu magique, comme le moment où il joue avec ses doigts. Où, voilà, filmer les enfants, c'est pas simple, parce qu'il faut savoir attraper le moment où... et c'est vrai que Ulysse, à ce moment-là, alors je sais pas s'il était fatigué ou pas, mais il y a vraiment ce moment où son regard est ailleurs, et ça montre vraiment terriblement la façon dont sont les enfants qui ont vécu des violences, qui à un moment donné déconnectent vraiment pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre.